C'est la 100e, faut fêter ça. Les stats, déjà de faire un exit, je sais pas, c'est peut-être une chance sur 10 000, mais tu regardes les stats de faire 3 exits quand t'es parti de zéro, c'est quand même exceptionnel. Est-ce que vous discutez en famille du sens que vous voulez donner peut-être à la valeur que vous avez créée? Moi j'adore ça a été dur, tout le monde était contre moi, ils m'ont viré. C'est la vie que j'ai choisie, donc je vais aller faire du surf. J'adore. La valeur de l'exemple, il n'y a que ça de vrai en fait. C'est de voir autour de soi quelles sont les méthodes et que cette éducation entre guillemets à l'entrepreneuriat, il n'y a rien de mieux que d'être avec des entrepreneurs pour que ça marche. Je pense que les entrepreneurs sont des héros. Ils sacrifient leur vie, ils prennent des risques, ils font croire à beaucoup de gens à leur projet avec beaucoup de conviction, beaucoup de dynamisme. Et voilà, je pense qu'ils méritent tous et toutes ceux qui réussissent comme les autres. C'est bien de le dire. Beau titre de héros. Madame, messieurs, je déclare officiellement ouvert le tournage de la 100e de Cash Out avec Christophe Kremer. Feuille blanche. Un deal à 1 milliard qui se joue sur un numéro de téléphone griffonné sur un bout de papier à un enterrement. Un deal qui capote la veille de la signature sans explication et sans raison. Un deal qui fait un up de 3 millions en 20 minutes de trajet parce que l'entrepreneur ne captait pas dans le métro. Cash Out, c'est des milliers d'anecdotes comme celle-ci avec 100 histoires d'entrepreneurs qui ont vécu les montagnes russes émotionnelles de la vente de leur entreprise. Ils ont tout vécu, les déceptions, les coups de bluff, les coups de chance, le sentiment d'être les rois du monde un jour ou de ne plus être personne le lendemain. Ils l'ont vécu, ils le partagent avec vous chaque semaine dans Cash Out. Alors aujourd'hui, on fête comme il se doit la 100e. Pourquoi ? Parce qu'après avoir vendu ma première entreprise, j'ai discuté avec des dizaines d'entrepreneurs passés par un exit et j'ai fait un constat. Les entrepreneurs ne sont pas prêts à vendre leur boîte. Alors avec Solène, mon associé chez Feuille Blanche, qui produit Cash Out, 40 nuances de Next, planté de nombreux récits de marque, on a voulu offrir aux entrepreneurs un contenu avec une valeur inestimable, la vérité et l'expérience de dizaines d'entrepreneurs qui ont vécu leur entreprise. Pour l'anecdote, il y a 4 ans, on nous a dit que le sujet était tabou et que personne ne viendrait se livrer à notre micro. On est 4 ans et 100 épisodes plus tard, Cash Out est devenu une masterclass pour celles et ceux qui envisagent de vendre leur entreprise un jour. Donc en un mot, c'est un succès et pourtant, j'ai la pression, je dirais même que j'ai le trac comme jamais, j'ai le trac comme jamais. Bref, pour célébrer la 100e en musique, comme vous le voyez, comme toujours, on n'allait pas simplement tourner dans notre cocon habituel. Ce studio où nos invités se livrent eux aussi comme jamais. Pour cette 100e émission, on a voulu réunir des anciens invités, quelques fidèles auditeurs, et heureusement qu'on était limité en place, car la trentaine d'entrepreneurs qui me font face sont plus impressionnants que les milliers d'auditeurs à qui on s'adresse chaque semaine. À vue de nez, face à moi, il y a des milliards de valeurs créées, des milliers d'emplois et au moins autant de rêves et d'heures de travail acharnés pour partir de rien et aller au bout de l'aventure, jusqu'à l'exit, jusqu'au cash out. Alors pour cette 100e, j'ai demandé à 3 anciens invités de se joindre à nous et je les appelle à me rejoindre. Elle a révolutionné l'immobilier pro avec Bureaux Locaux qu'elle a revendu depuis le sommet d'une montagne à se loger. Aujourd'hui, elle propose une collection de villas de luxe pour offrir des expériences inoubliables avec Omani. Toute l'aventure de son cash out est dans l'épisode 62. Merci d'accueillir Stéphie Desmazières. Lorsqu'il signe un contrat, il choisit soigneusement son stylo. Aujourd'hui, à la tête de European Digital Group, le géant de l'accélération digitale, il rachète boîte sur boîte et est devenu ainsi l'un des premiers pourvoyeurs d'invités de Cash Out. Il est venu partager le sien dans l'épisode 8 pour révéler les coulisses de la vente d'Ametix à DocaPost, filiale du groupe La Poste. Mesdames et messieurs, Vincent Klingbeil. Après un accident grave qui a radicalement changé sa vision du monde et de la vie, ce passionné de vélo a fait d'Alltrix le leader du e-commerce pour les cyclistes avant de le céder à Decathlon. Aujourd'hui Bob Member et investisseur, il prépare son prochain coup. Alors Garo Gary et surtout beaucoup de bruit pour Gary Hansens. Et cette 100e
centième n'aurait pas eu la même saveur s'il n'avait pas été à mes côtés. Place à deux de mes causes préférées pour sonder le cœur et l'âme de nos invités. Aussi partager leurs conseils et leur expérience. Elle était déjà fan des entrepreneurs. Je crois qu'elle est désormais fan de Cash Out. Elle détient le double record de la durée d'un épisode Cash Out avec 2 fois 2 heures et 25 minutes. Elle écoute et conseille les plus grands entrepreneurs de France post-deal. Elle est managing director à la banque privée Pictet. J'ai nommé Karine Wilkinson. Il est serial entrepreneur. Il a fait ses armes avec MyPix chez Pixmania, a revendu plusieurs entreprises avant de décider d'accompagner à son tour les entrepreneurs avec sa banque d'affaires Neumann. Avec près de 60 cash out à son actif, plus qu'un habitué, plus qu'un pilier, c'est une fondation. J'ai nommé Sacha Doliner. Un immense merci à vous 5, à vous les anciens invités et quelques auditeurs à être présents à nos côtés. Merci à Benjamin Bitton de ces groupes qui nous accueillent aujourd'hui pour accueillir le 100e invité de Cash Out. Notre invité a créé, bâti et revendu plusieurs boîtes à succès. Cybelle Informatique d'abord, cédé à l'éditeur de logiciels Sage pour 22 millions d'euros. Puis La Pépite, devenue un symbole du web français, meilleurtaux.com, vendu 135 millions à Caisse d'Épargne. Bon, pour les habitués de Cash Out, vous le savez, l'argent, c'est pas le premier sujet, mais ça permet à chacun de se représenter les montants. Sa vente est entrée dans la légende du capital risque avec des investisseurs qui ont gagné jusqu'à 17 fois leur mise. Depuis, il n'a jamais cessé d'innover. Fondateur de Mooncard, investisseur dans plus de 14 boîtes techno, il est adepte d'une règle simple, avoir une idée par jour pour pouvoir trouver la bonne. Quelle belle idée donc de le recevoir pour cette 100e. Et comme les 99 autres entrepreneurs avant lui, il a juré de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité sur son exit. Madame, messieurs, je déclare officiellement ouvert le tournage de la 100e de Cash Out avec Christophe Kremer. Normalement, l'intro ne durait que sur un seul son de Daft Punk. Ça doit être le track. J'ai pris un peu plus longtemps, ou vos applaudissements. En tout cas, c'est un plaisir de tous vous retrouver. Christophe, tu jures donc la main sur le cœur de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Comme toujours, oui. La vérité, que la vérité. Et j'espère que ça sera toujours utile et constructif pour tout le monde. Oui. Moi, ce que j'ai oublié de dire, c'est à nos 3 anciens déjà, merci d'être là. J'invite tout le monde à aller écouter leur épisode qui dure chacun plus d'1h30. Devant vous, il y a un klaxon un peu comme celui-ci. Vous aurez le droit de l'utiliser à n'importe quel moment pendant l'émission pour interpeller, questionner, embêter Christophe. Faut bien appuyer dessus. Et quand on entendra ce son, peu importe qui parle, on s'arrêtera pour vous donner la parole. Donc la règle, c'est une seule fois. Et on vous retrouvera à la fin de l'émission pour le débrief des anciens. Karine, Sacha, vous êtes des piliers de l'émission. Je vous refais pas le brief. Je suis ravi de vous retrouver. L'équipe m'a dit que c'est le moment, Sacha, où tu allais faire quelque chose. Et donc là, je vois en fait Exactement. ta main. Je me demandais pourquoi il y avait des verres devant nous. Voilà, donc c'est la 100e. Il faut fêter ça dignement. On va essayer de pas casser le studio. Voilà. Bravo. Et alors, je précise... Je précise quand même pour la loi E20, pour YouTube, qu'on rappelle que c'est avec modération, dans des conditions festives, mais s'il y a un truc à fêter dans la vie des entrepreneurs, parce qu'on le vit pas 100 fois, bon, tu l'as quand même vécu 2 fois, mais c'est de vendre sa boîte. Donc on boit une... Je précise que cette bouteille est dans la cave depuis 10 ans et qu'elle attendait une grande occasion, donc voilà. Et on sait que t'en as souvent, donc merci de l'avoir gardé. Pendant que tu distribues les verres, je crois qu'on avait un son pour lancer ton épisode, mon cher Christophe. On part avec Heroes. J'espère que ça va vous plaire. De David Bowie. C'est un peu symbolique. Dolphins can swim.
Enfin, je sais pas, on commence par trinquer ou pour expliquer pourquoi Heroes? Allez, on commence par trinquer. À la vôtre et aux entrepreneurs de ce pays. Et à la 100e de Cash Out. Et à leurs équipes. Merci. Et merci à vous aussi, parce que je vous ai pas remercié, mais vous nous suivez de plus en plus nombreux et nombreuses depuis quelques années maintenant. Alors, Heroes, Je pense que c'est un peu symbolique, je trouve, de l'image d'un entrepreneur. Malgré tout, je pense que les entrepreneurs sont des héros. Ils sacrifient leur vie, ils prennent des risques, ils s'investissent, ils font croire à beaucoup de gens à leurs projets avec beaucoup de conviction, beaucoup de dynamisme. Et voilà, je pense qu'ils méritent tous et toutes ceux qui réussissent comme les autres. c'est bien de le dire. Beau titre de héros, voilà. Des fois, la ligne est fine entre pencher d'un côté vers un exit ou pencher de l'autre côté vers un plantage de boîte. Oui, alors, il y a un sujet on dit que Napoléon, quand il parlait de ses généraux, disait c'est un bon général, mais est-ce qu'il a de la chance? Je pense que pour un entrepreneur, il y a aussi de ça. Parfois, on a de la chance, parfois, on n'a pas de chance. Moi, j'ai investi dans une société qui s'appelle Twenga. Les pauvres, ils se sont retrouvés face à Microsoft. Ils ont été obligés d'arrêter parce que le référencement naturel était juste plus possible. C'est pas de chance. De mon côté, je pense que j'ai eu de la chance. J'ai un meilleur taux. J'ai levé des fonds en début 2000. Un mois plus tard, c'était pas possible. Et puis, j'ai revendu, signé officiellement en septembre 2007. C'est-à-dire, c'était vraiment les meilleurs taux. C'était vraiment les subprimes qui débarquaient. Ça a été à peut-être 2-3 mois près. Donc voilà, je dis merci au destin quelque part. Et puis la rencontre de tous les collaborateurs. On rencontre des collaborateurs de qualité, c'est exceptionnel. Et ça, c'est aussi de la chance. Ouais. Donc comme tous les entrepreneurs qui ont réussi, tu partages le constat que les meilleurs entrepreneurs s'entourent simplement de meilleurs gens qu'eux. De meilleurs collaborateurs, équipes, partenaires. Voilà, ça fait partie un peu de mes mantras, hein, c'est de dire le rôle de l'entrepreneur n'est pas de discuter des problèmes avec ses collaborateurs ou autres, c'est plutôt d'insuffler une conviction. Moi, une de mes recettes d'entrepreneur, c'est toutes les semaines d'envoyer une newsletter aux collaborateurs pour dire quelque chose qui s'est bien passé. Je pense que la société française, une entreprise française, une startup française, c'est français d'ailleurs, a un peu tendance à se taper sur la tête et dire ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et je trouve que notre rôle en tant qu'entrepreneur, c'est aussi de donner de l'énergie positive. Hein. Donc ça pouvait être aussi bien, j'ai rencontré un banquier qui était très content ou un client qui était content, ça pouvait être dans plein de sujets différents. Mais c'est bien de dire que tout le monde joue un rôle et que voilà, et d'insuffler cette énergie. Et ce qui part dans notre prochaine newsletter aux équipes, c'est cette 100e de Cash Out, entre autres. Il n'y a pas un Cash Out qui démarre sans un jour où on signe, c'est vraiment l'avant, l'après dans la vie d'un entrepreneur. Alors toi, tu l'as vécu 2 fois. Oui. Je crois que tu as choisi cette musique pour raconter le jour de la signature de Meilleur Taux, mais on va l'écouter et tu commentes. Guns N' Roses. Tu chantes, Christophe? Je sais pas chanter. Quand on est dans notre cocon, des fois il y en a qui se lâchent. Je sais pas si aujourd'hui, devant un public, on va... Est-ce que Thomas va danser? On va pousser la chansonnette. Il pleut déjà, donc on va pas... Mama, take this badge from me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Hey, 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 yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Bon, là, je pense que vous avez compris le symbole, hein, c'est en anglais, mais ça veut dire ils sont en train de frapper à la porte du paradis. Hein. Donc, le jour de la signature, ça paraît... au moins pendant une journée, on est dans le paradis. Hein. Après, l'expérience montre. Et après, c'est purgatoire. Elle commence comment cette journée? Tu te réveilles comment?
Alors, meilleur taux, d'abord, c'est 135 millions, ce qui à l'époque était quand même beaucoup. C'est une société cotée, vendue à une grande banque. Donc, c'est très, très structuré. Tout est codifié. À la réunion de signature, il y a, je sais pas, peut-être 40 personnes. Moi, j'essaie de me mettre dans un autre monde, un peu dans une bulle, quoi. Tu te fais plus beau que d'habitude ou pas? Pardon? Tu te fais plus beau que d'habitude? Comme nous on est dans la banque, alors à l'époque les banquiers portaient tous cravate, costume. Il reste un banquier ici, hein, c'est Vincent peut-être, non? Ou plus ou moins, non? Banquier, costume, tout ça. Bref, les banquiers aiment bien qu'on soit chic. Et puis c'est comme ça que ça se fait. Ouais. Je reste sur la question de Sacha. T'as déjà vendu une boîte, Ouais. si belle. Ce jour-là, tu sais que c'est quand même pas un jour anodin. T'as parlé de montants quand même qui Ouais. sont assez conséquents. Donc, de toute manière, qui change encore plus largement la vie d'un homme. Je veux bien que tu nous décrives le moment où tu ouvres les yeux, ce que tu te dis dans ta tête, où est-ce que t'es. Ouais, vraiment cette ambiance au réveil, le petit-déj. Alors moi j'essaye de me mettre dans une bulle en fait, de pas entre guillemets pas trop réfléchir. Encore une fois là tout est codifié, il y a pas de négo, c'est des contrats qui font je sais pas 100 pages, 200 pages. Voilà, je me dis bon il faut que ça se passe bien. J'essaie de me convaincre que pour nous tous, c'est-à-dire tous les collaborateurs, moi et les investisseurs, c'est une bonne affaire. Et ça veut dire que jusqu'à cette dernière seconde, il y a quand même cette petite musique dans la tête, ou est-ce que c'est le bon choix? Voilà, alors comme on l'a dit, hein, il y a eu les subprimes qui arrivaient à toute vitesse, et puis je fais confiance à mes investisseurs. Il y a beaucoup de débats sur quel est le rôle d'un investisseur. Moi, je trouve que l'entrepreneur, un de ses métiers, c'est aussi de se faire entourer. Alors, ça peut être un investisseur, mais ça peut aussi être des amis, des spécialistes, des consultants, etc. Là, j'étais entouré et j'étais quelque part convaincu que Meilleur Taux, c'était quand même 750 personnes, 80 agences en franchise, 45 en réel, un métier qui est, compliqué, parce qu'on est toujours en relation de pouvoir avec les banquiers. Je me dis, c'est peut-être l'occasion de franchir une étape, de rejoindre un grand groupe, et justement de faire une nouvelle étape de croissance. Donc je me positive. Je dirais que c'est presque quelque chose dans ma tête. Hein. La vie est belle, elle est positive, on est positif. Et je disais souvent, je peux rajouter peut-être des choses. Je dis souvent, l'entrepreneur, il faut qu'il aime les problèmes. Voilà. C'est pas, il va les résoudre, il les craint, il les met de côté. Non, il les aime. Et il se dit, chic, aujourd'hui, j'ai 3 problèmes à régler. Voilà, et il se dit chic. Et s'il arrive à se mobiliser dans cet état d'esprit, ça veut dire que les problèmes, quelque part, il les cherche, il les regarde de manière positive et il peut les résoudre. Tandis que s'il les met de côté, évidemment, ça va pas se régler tout seul. Si tu les cherches pas, tu les trouves pas et ça peut mal se finir. Exactement. Ouais. Et puis c'est un état d'esprit, hein, parce que sinon la vie est quand même dure. Hein. Une petite anecdote, avec le Crédit Agricole, on venait de créer Meilleur Taux, depuis 4 mois, on reçoit un courrier recommandé du Crédit Agricole, qui est juste 25% du marché immobilier en France. Hein. C'est considérable, recommandé et signé par la direction du groupe, disant nous ne travaillons pas avec Meilleur Taux, nous ne travaillons jamais avec Meilleur Taux, et nous vous demandons d'enlever notre logo de votre site. Ça fait bien commencer la journée, ça. Hein. Et donc, c'est évidemment l'affolement, mais quelque part, on savait que ça ne allait pas être facile. Mais 5 jours plus tard, on est appelé par le Crédit Agricole de la Brie, qui dit, nous, on n'en a rien à faire de ce que le groupe nous dit. Nous, on fait ce qu'on veut, on a besoin de dossiers, on sera très content de travailler avec vous. Voilà. Donc, comme quoi... T'as pas eu à le gérer, c'est revenu tout seul. Voilà, et puis c'est revenu tout seul. Et puis, petit à petit, l'habitude s'est inscrite. De toute manière, le banquier, il aime le pouvoir. Hein, pas de banquier trop ici. Il aime le pouvoir. Quand il se rend compte, on est monté jusqu'à 450 000 dossiers dans l'année. C'est la moitié des Français qui faisaient un prêt immobilier déposaient dans Meilleur Taux. Donc, le banquier, il est quelque part obligé de venir parce que sinon, c'est ses clients qui, quelque part, qui vont aller sur le site et dont il sera pas informé. Et puis,
c'est dommage pour lui, quoi. Donc Ouais. quelque part, il cède à ça. Ouais. Je voulais revenir sur la journée justement du closing. Si on reste 2 minutes, j'entends beaucoup de volonté de positiver. J'essaye de me dire que c'est une bonne solution. C'était quoi tes craintes en fait à ce moment-là? Est-ce que déjà il y avait des choses que tu appréhendais qui pouvaient être plus compliquées pour la suite? Ce que je craignais, c'est qu'on perde notre indépendance, donc on n'a plus de stratégie autonome. On sait tous que quelque part, le monde financier n'est pas le vecteur principal d'innovation. Donc je me disais, ils vont sans doute peut-être changer la culture de l'entreprise. La culture de l'entreprise, c'est si vous rentrez chez Meilleur Taux, tout le monde vous dira bonjour, voulez-vous un café, etc. J'insistais beaucoup là-dessus. J'insistais également beaucoup sur le fait que si un client Meilleur Taux se plaint, on le rembourse. C'était Amazon avant Amazon. De toute manière, c'est à la fois bien pour l'image et puis c'est de toute manière qu'est-ce qu'on va dire au client. Donc, si le client râle d'une certaine manière, on lui rembourse la moitié, il est déjà très content. S'il râle d'une autre manière, on lui rembourse la totalité et il est très content aussi. Tu peux le dire parce que t'es plus à la tête. Non, je te disais, non. Ils vont pas comprendre. Les clients, en général, il y en a qui vont râler, mais en général, les gens sont honnêtes. Si on se fait avoir 1 ou 2 fois, c'est pas un drame. Et en tout cas, c'est de plus en plus, mais en tout cas moins à l'époque, c'est sûr, la philosophie d'une banque. Donc voilà, toute cette notion de philosophie, de souplesse de décision, etc. C'est clair que j'avais très peur que ça s'arrête. Les caisses d'épargne avaient dit, pas les critiquer, elles ont fait ce qu'elles ont pu, et voilà. Mais elles avaient dit non, vous serez indépendant, vous continuerez. Nous, on a besoin de vous pour nous apporter du dynamisme, etc. C'est pas comme ça que ça s'est vraiment passé. Christophe, je sais que tu as écouté pas mal d'épisodes, donc c'est très rythmé, c'est très structuré. Si on reste sur ce jour J, on va évidemment parler de l'après. Tu l'as dit, c'est très codifié, vous êtes coté, donc contrairement à plein d'entrepreneurs qu'on a reçus au micro de Cash Out, à aucun moment, comme pour d'autres, le deal peut sauter dans la matinée, où il y a encore quand même ce risque. Honnêtement, la procédure d'une banque, non, il n'y a pas de risque que ça saute. Ils ont fait appel à des consultants qu'ils ont payé quand même assez cher. Ça a été décidé au plus haut niveau du groupement et des exécutifs. C'est un investissement qui est globalement considéré comme stratégique. Et t'as aucun facteur externe qui peut te faire prendre un risque à la dernière minute? C'est un retrait de la cote? Honnêtement, s'ils avaient dû le faire, ils l'auraient fait un mois avant, quoi. Mais là, le jour J, non. Et puis finalement, c'est des gens sympathiques, donc la journée se passe bien. Je me rends compte qu'on va dans un autre monde, mais globalement, je suis pas plus inquiet que ça. Donc tu signes des centaines de pages, parce qu'à l'époque, il y avait pas DocuSign, pas YouSign. Vous sortez de là, il se passe quoi? Tu vas faire la fête, c'est boulot comme tous les jours, tu marques le coup? Oui, alors je marque le coup, ça il faut reconnaître que il y a quand même du stress, évidemment. Et puis donc tout d'un coup, pouf, on rentre dans un autre monde. Je peux dire, j'ai passé au moins 2-3 jours un peu dans le brouillard. Après, quand on s'adresse aux collaborateurs, on ne sait plus si on est le chef ou pas le chef. C'est quand même un changement complet d'atmosphère et de règles. J'ai pas été choqué du tout, mais c'est vrai que c'est un peu comme on dirait un brouillard, quoi. On travaille un peu mécaniquement, à faire comme d'habitude, à essayer de poursuivre l'aventure. Ouais. Il y a une différence entre la première et la deuxième session dans le ressenti. Quand tu vends Cybelle à Sage, c'est pareil, brouillard dans la foulée, tu marques le coup pareil. Oui, il y a encore un petit truc différent parce que c'est la première, parce que moi j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui m'ont dit j'ai vendu une boîte, celle d'après c'est un peu un partout balançant, je sais pas si je suis capable de le refaire, est-ce que c'est un coup de chance, est-ce que vraiment je suis bon? La première, on l'a vendue à Sage, franchement c'était des éditeurs de logiciels comme nous, quoi. Donc
en théorie, hein, ça devait continuer comme avant. Ils voulaient compléter leur gamme. On avait 32 000 clients équipés, donc c'était déjà énorme. Bon, donc ils voulaient compléter leur gamme. On se disait, enfin, il y a tout plein de clauses juridiques aussi qui paraissaient un peu compliquées. Mais non, à la signature de Sage, moi j'étais plutôt assez content. Juste ça, juste content. Bah, je sais pas, non, je suis pas allé en boîte, hein. mais oui, j'étais content. De toute manière, on finit une aventure, on en recommence une autre, donc c'est pas non plus. Encore un entrepreneur qui ne célèbre pas, qui est déjà sur le coup d'après. Le coup d'après, justement, je pense qu'on va aller assez vite sur cette partie-là, parce qu'on a tous envie aussi de se retrouver après autour d'un cocktail, mais on veut pas rater quand même le cœur de l'histoire, le cœur de l'exit et l'après. Néanmoins, toute aventure, elle commence à 0. Donc, si on vient sur les débuts de Meilleur Taux, tu as choisi Temazcal Matanza. J'espère que je le prononce bien. On en voit. Je crois pas que t'es pas allé en boîte. On peut parler un peu vite sur la musique, mais les débuts de Meilleur Taux, ça en fait ça va très vite et ça part d'une idée. Oui. C'est comme je disais, hein, il faut une idée par jour, mais là en l'occurrence l'idée c'était comment aider un particulier qui cherche un prêt immobilier à le faire de manière beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus transparente que ce qui existait avant. Ce qu'il te disait, c'est j'ai un crédit, ça me prend du temps, je bosse, j'ai pas le temps, j'ai aucune info si est-ce que c'est le bon taux, est-ce que je me fais avoir, pas avoir. Voilà. Et je vais répéter la même chose à 5 rendez-vous différents, enfin successifs. Ce que je vais dire au Crédit du Nord, je dirai la même chose à la Générale et aux autres. Ça part de ton expérience perso, de l'expérience de ton entourage, ça part d'où ? Oui, c'est intéressant. C'est avec mon cousin, avec mon beau-frère. Je discute comme ça et on parle de la vie courante et il me dit tiens, moi je suis en train de prendre un prêt immobilier, c'est vraiment assez catastrophique. Voilà, j'ai vu 3 banques. Est-ce que c'est la 4e qui fera mieux? Et aux 3, je rencontre quelqu'un à qui je répète la même chose que ce que j'ai déjà dit. Donc t'en parles 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Tu te rends compte qu'en fait tout le monde a les mêmes problèmes. Voilà. Et tu vas mettre, attention, 50 000 € sur la table. Ouais. C'est-à-dire que là, il n'y a pas. Pour moi, ce que je sous-entends, ma question, pardon, c'est qu'il faut pas des millions pour faire des grands projets. Ouais. Voilà, moi mon premier réflexe. C'est d'aller voir ce qui se fait aux États-Unis. Hein. C'est d'aller, ils ont quand même de l'avance, hein. Et donc m'apercevoir qu'il y a 2 ou 3 acteurs aux États-Unis qui comptent. Et puis là, bâtir une maquette. Le rôle de l'entrepreneur, c'est d'avancer. Donc, je commence par faire une maquette. Et puis, à partir de la maquette, comme j'avais déjà réussi à lever de l'argent et tout, on a levé 1 million. En fin septembre 99, donc quand même un bout de temps, et qui nous a permis d'avancer. On n'avait aucun dossier, aucune banque, hein. Et puis après, on a relevé de l'argent. Alors, le schéma, c'est que toutes les banques disaient non, hein, bien sûr. Hein. Si on a un peu de temps, l'anecdote que je donne, c'est ma première société, on vendait des logiciels au nom des banques. C'est-à-dire la Société Générale vendait Sogcash Micro, et en fait, c'était sous marque blanche de ma société. La même chose au Crédit Mutuel. Donc, ça nous faisait une base de clients importante. Donc, je vais voir la Société Générale au 17e étage de leur tour en disant j'ai une idée, faire des prêts immobiliers. Donc, la Générale très contente, Monsieur Crémer, on est content de vous revoir et tout. Et donc, je leur explique le fonctionnement de Meilleur Taux. Et à un bout d'un moment, ils me disent mais vous voulez dire qu'on va être en concurrence sur tous les dossiers?
Je dis oui, c'est le principe. Un ange passe. Exactement, un gros ange passe, ouais. Et là, j'ai compris qu'en fait, ils étaient pas du tout contents de cette idée. Ce qui est assez logique quelque part. Les banquiers assez logiquement veulent préserver une forme d'opacité des prix, des taux, etc. Ouais. Donc il a fallu s'armer de courage, de patience. Voilà, il a fallu s'armer. Voilà. Et puis il y a un enjeu très compliqué dans la finance, c'est de se faire connaître. Comme on imagine bien. Donc la première année, on a dépensé 1 million de l'argent qu'on avait levé en marketing. Je ne les montrerai pas, ça paraît un peu ridicule aujourd'hui, des pages dans Capital, des pubs dans les Échos et tout, en disant, en faisant la promotion de Noval de ce qu'on apportait, quoi. Mais en fait, le courtage avait une assez mauvaise image, pour pas dire très mauvaise image, et donc ce million, en gros, il a été dépensé pour rien. Et là, heureusement, alors, parce que c'est moi qui ai eu l'idée, en tout cas, on a fait appel à une société de relations de presse très dynamique avec quelqu'un qui est devenu un ami maintenant, Bruno Lortivois, et on a engagé des relations de presse. Et quelque part, Meilleur Taux a révolutionné les relations de presse. Oui, t'avais les conseils, il y avait plein de formats partout dans tous les médias. Voilà, la première chose, c'est par exemple, je faisais une rubrique sur les OAT, donc très financier, pour les Échos tous les 15 jours. Ensuite, c'était l'indicateur des taux dans le Point toutes les semaines, etc. Donc tout ça, ça a fait une audience finalement très très importante. Il faut reconnaître que les relations de presse avec les banques, c'est compliqué. Si un journaliste appelle un banquier, il peut pas répondre. On va lui passer le service relations de presse, qui est payé pour dire quelque part des platitudes. Tandis que là, les journalistes, Capital et tous, pouvaient m'appeler et j'avoue, je mène une enquête où j'étais capable de répondre tout de suite. Et voilà, ils appréciaient énormément parce que je fournissais du vrai contenu, de fond, l'évolution des taux, les durées. Pour eux, c'était le paradis, quoi. Est-ce que quand tu as commencé à exister médiatiquement, les banques, qui sont des gros acteurs puissants, comme tu l'as dit tout à l'heure, est-ce qu'il y en a un ou plusieurs qui ont essayé vraiment de te tuer à ce moment-là? Oui, en fait, Tu es la boîte, je précise. Comme on est sur YouTube, tu sais pas qui regarde. Alors, ça peut faire de l'audience. Ouais. Ça aurait pu être les deux. Hein. Je dirais que y a deux manières de regarder les choses, mais moi je regardais principalement le nombre de dossiers déposés tous les jours dans le site. Et quand on atteignait de manière régulière 1500, 2000 dossiers dans le site, c'était impossible pour les banques de passer à côté progressivement. Ça veut dire qu'un client de la Société Générale, Dieu sait que plusieurs fois il est entre guillemets menacé, enfin au mode business, hein, mais c'était impossible pour eux de passer à côté de 2000 dossiers par jour, tout complet, tout rempli, et de passer à côté d'une catégorie de clients qui était pile dans ce qu'ils cherchaient, quoi. En fait, c'est la demande qui a pacifié les relations. Ouais. Ce qui les agaçait aussi beaucoup, c'est que on mettait l'indicateur des taux dans le site. Alors ça, en interne, c'était compliqué, mais alors les banques, c'est-à-dire que si vous voulez connaître les taux des prêts immobiliers aujourd'hui, vous allez sur le site meilleurtaux.com et vous avez le site très bon, moyen, etc. Ce qui est une révolution, en fait. Parce que à l'époque, vous voyez un banquier et il vous dit: ah, monsieur Climbel, vous êtes un tellement bon client, 4,20, c'est vraiment un taux exceptionnel, hein, et vous n'avez pas de moyen de vérifier, en fait, réellement. Voilà. Donc, avec l'indicateur des taux dans le site, plusieurs fois, les banquiers m'ont dit: est-ce que vous pouvez l'enlever? Et non. La réponse est non. On l'enlèvera pas, parce que c'est ça que les particuliers veulent. C'est clairement, ouais. Je crois que je vais poser une petite question. Est-ce que, Sophie au final, Meilleur Taux a réussi à faire baisser les taux pour les foyers? Est-ce qu'on peut dire que grâce à Meilleur Taux, on a eu des meilleurs taux? Alors, c'est quand même, en fait, tu as amené la transparence et la concurrence. Et est-ce que c'est un truc qu'on arrive à mesurer aujourd'hui, que l'arrivée de Meilleur Taux a... Ah ça c'est sûr que, je pense, Meilleur Taux a fait baisser les taux de au moins 0,25 pour tout le monde. Donc tu as fait perdre de l'argent aux banques.
Oui. Oui. Une petite anecdote. On travaillait beaucoup avec la Société Générale parce que les clients Société Générale sont plutôt CSP+. Et un jour, la Générale, le directeur régional de la Société Générale à Nantes téléphone en disant « Monsieur Kremer, c'est fini, nous ne travaillons plus avec Meilleur Taux, plus jamais et tout ». Et en fait, il avait eu un dîner avec un footballeur très connu. Et en tant que directeur régional, très content et tout, et le footballeur voulait un prêt, j'imagine assez important, et il lui avait dit « Ah, monsieur, pour vous, exceptionnel, 4,50 et tout. » Sauf que le footballeur, le lendemain matin, est allé voir sur Meilleur Taux, et s'est rendu compte que c'était pas ça. Et voilà, et ça a fait il a fallu, j'imagine, plus de 3 mois pour que la relation recommence. C'était Alors déjà, vous savez qu'après il y en a plus, hein. Vous êtes au courant parce que je vois Gary aussi. J'ai une question piège. Alors, faut savoir que moi je connais Christophe depuis longtemps parce que Christophe était mon professeur à l'incubateur HEC et c'était un professeur exceptionnel. Donc merci pour tout et très 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 méthodique. C'est-à-dire il pouvait nous faire travailler pendant 5 heures sur comment faire une plaquette de présentation avec chaque détail et tout. Mais quand je dis 5 heures, c'est-à-dire tu pouvais après il même 20 heures quoi et il te dit si tu changes ce mot, ta vie va changer sur la presse et tout. C'était très 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 méthodique et très maintenant que tu as eu tes notes, tu vas quand même avoir une question un peu Ouais, bien sûr. Ouais. Donc maintenant, je peux me venger. Maintenant, il y a plus de lien de subordination entre nous. Et donc alors Meilleur Taux, bien sûr, j'ai suivi, c'est exceptionnel, un super succès. Par contre, on a constaté que la boîte a continué d'exploser après. Ouais. Et donc moi, ma question, c'est est-ce que t'as pas vendu un peu trop tôt? Alors c'est une bonne remarque. En fait, le modèle de Meilleur Taux était basé sur des salariés. Ce qui est objectivement une erreur en fait. Il vaut beaucoup mieux baser sur le modèle des franchisés. Les salariés, c'est vraiment des masses fixes de coûts. Juste pour te donner une idée, le chiffre d'affaires quand tu as vendu et quelques années plus tard. Alors, en termes de, alors donc c'est le premier élément. Deuxième élément, le marché immobilier est très cyclique. En 2008, c'est simple, le marché a été baissé de moitié. Alors, quand vous avez vendu une société et que le marché baisse de moitié, vous êtes quand même content de l'avoir vendu. Mais ça, c'est pas de notre faute, c'est juste que les particuliers ne prennent plus de prêts. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'honnêtement, c'était la bonne solution. Après, les caisses d'épargne a revendu, après que je sois parti, a revendu à un fonds. Pour beaucoup moins cher, mais l'a revendu. Et là, le fonds aujourd'hui fait beaucoup d'assurance vie, beaucoup d'assurance habitation et tout ça. Et ça, c'est génial, quoi. Parce que le problème du prêt immobilier, c'est que voilà, c'est à la fois c'est cyclique et c'est une affaire d'un jour, quoi. Alors que l'assurance vie, c'est quelque part c'est le paradis, quoi. Ouais. Non, moi j'avais bien noté qu'on avait qu'un seul coup de klaxon, donc c'est un test micro. Voilà. Mais les micros étant ouverts. On est passé très rapidement sur tes débuts, et moi il y a quelque chose qui m'interpelle parce qu'on est en 97, 18, 19. Aujourd'hui on lancerait un projet à portée nationale comme ça, t'achètes une URL si elle est disponible pour 50 €, tu soulignais les 50 000. T'achètes une URL pour 50 €, t'achètes un Shopify ou un Wix pour 500 € l'année. Là on est au balbutiement du online. T'as besoin de te rendre très visible. Encore une fois, c'est toucher toutes les régions françaises, tous les foyers. C'est quoi tes premiers réflexes quand t'es avec ton beau-frère ou le lendemain devant ta feuille blanche sur un début de projet comme celui-ci? Alors, c'est une bonne remarque. Hein. Tout le marketing a changé. Hein. Ça, c'est incontestable. Bon, la maquette de Meilleur Taux, elle coûte pas si cher. Hein. Au début, on faisait tous les calculs d'analyse de crédit en Excel et tout. Donc, il n'y a pas vraiment... Enfin, il y a une grosse techno quand tu as 450 000 dossiers. Mais à la base, si tu reçois 200, 500 dossiers par jour, c'est pas de grosse techno derrière. Ouais. Oui, tu peux les traiter. Voilà. Ce qui est embêtant aujourd'hui, c'est que les relations de presse sont beaucoup moins efficaces. Même pour pas dire pas efficaces du tout. Donc, si c'était à refaire aujourd'hui, je le ferais dans TikTok, dans YouTube, Facebook, parce que c'est là où est le marketing d'aujourd'hui. Maintenant, est-ce que ça marcherait vraiment? Parce que Meilleur Taux est quand même très installé. Hein. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir suffisamment de dossiers? Bon, et les banques ont changé de politique. À l'époque, on touchait 1% de commission. Maintenant, c'est 0,5. Enfin, ils touchent.
Et voilà. Et donc c'est le marché est devenu de ce point de vue-là très différent. Mais si on fait pas du prêt immobilier, on fera autre chose. Hein. C'est pas. Il y a tellement de choses à faire. Exactement. Une idée par jour. Je note que Gary n'ayant pas appuyé sur le klaxon, s'il le fait. Vous aurez le droit à une question en plus. Je propose qu'on avance sur le moment des négos. Il y a eu il y a eu Caisse d'épargne, in fine, qui va acquérir le groupe. Néanmoins, c'était peut-être pas le seul repreneur potentiel. Pour parler de toute cette phase, on envoie la musique avec Just a Friend of Mine, Vaya con Dios. J'aime bien les musiques où on peut parler, on peut laisser le son, hein, mais avis pour les prochains invités. Are you new in this town? Since you walked in, things don't look the same. How about sticking around? The place was dark and a band played loud. His voice sounded kinda dry. He said, who's that guy with the funny smile? She said, he's just a friend of mine. Of mine. Enfin, l'humour, là, je pense, ne nous a pas échappé. Hein. Quand on est en égo, qui est un ami? Bon, donc voilà. Là, va s'amorcer la session. À quel moment? Parce que t'en as qui vont vendre par opportunité. Un jour, le téléphone sonne, un investisseur qui t'appelle, un repreneur, parfois en direct, un conseil. Et parfois, c'est une stratégie pensée, mesurée, organisée pour certains sur plusieurs années. Toi, c'est quoi le déclic ou le moment où tu vas dire, tiens, potentiellement, demain, on vend meilleurtaux.com? Je pense qu'on ne peut pas raisonner pour toutes les sociétés. Hein. Donc là, je parle de Meilleur Taux. Meilleur Taux est face à des turbulences financières qui ont été en fait considérables. Moi, je trouvais, je sais pas si je le referai aujourd'hui, mais en tout cas, je trouvais à l'époque que la décision d'adosser un grand groupe bancaire était quand même intéressante et logique. Et secure. Voilà, et je passerai tout le blabla que la banque, en l'occurrence, m'a fait sur l'indépendance, le dynamisme, etc., qui s'est avéré totalement inexact, mais quelque part, c'est de ma faute, rien ne m'obligeait à les croire. Hein. Et beaucoup d'amis m'avaient dit, Christophe, une vente à un grand groupe, c'est toujours à la fin une bagarre. Bon. Donc, quelque part, j'avais été prévu. Et alors, est-ce que c'est le défaut de l'entrepreneur? Je ne sais pas. Je vais dire, je vais leur montrer que c'est pas toujours comme ça. Alors, parfois, ça se passe bien, mais évidemment, des fois, c'est tendu et pour plein de raisons. Des fois, c'est juste des ressentis aussi, pas que du réel. Mais ça, on va en parler après. Hein. Tu maîtrises très bien le suspense. On sent que la tension monte, la pression va monter petit à petit. Mais si on reste sur toute cette phase où on va parler de négo, on va parler de clauses, certaines sur lesquelles on lâche, d'autres sur lesquelles on tient. Oui, alors ça c'est intéressant parce que il y a vraiment, moi j'ai deux expériences. La vente de Cybelle Informatique, on nous met dans une pièce, les dirigeants de Cybelle avec deux avocats, et Sage prend ses avocats et deux personnes à eux, et on se met dans une pièce, on décide qu'il faut qu'on ait signé dans la nuit. Enfin, quand c'est fini. Pardon, la négoce tient en 24 heures. Il faut. On se dit, sinon, on n'avancera jamais. Je sais pas si tu connais ça, mais c'est... J'ai jamais entendu. Donc, incroyable. La chose sur laquelle on est d'accord, c'est qu'on ne se quitte pas tant qu'on n'est pas d'accord. Donc, qu'on n'a pas signé, qu'on n'est pas prêt à signer. Donc, on négocie jusqu'à 4 heures du matin, 5 heures du matin, voilà, c'est là-dessus
qu'on est d'accord sur la méthode. Donc ça, c'est vraiment, alors là, on change une clause, on est d'accord sur 1,5 million là, mais donc en échange, on met 500 000 là, etc. Bon, chacun a assisté de son avocat pour le mettre en règle juridique, quoi. Mais c'est vraiment de la négo. Et quelque part, j'imagine que si tout le monde est d'accord sur cette procédure, c'est que on est globalement d'accord sur l'ensemble. Est-ce que tu sens qu'il y a Parle pas tout de suite de la suite. Ouais. On te tient là. Non, mais... non, arrête. De toute façon, on coupe mon micro. Est-ce que tu sens qu'il y a des points qui sont plus faciles à obtenir à 4 heures qu'à 1 heure? Oui, dans les deux sens. Hein. C'est ça le sujet. Hein. C'est quand même un jeu. C'est l'usure. Un jeu brûlant. Donc ça, c'est une méthode de négo qui fonctionne, mais qui est appliquée, y compris à des niveaux très très élevés, hein, parce que c'est une manière, malgré tout, d'arriver à une signature. Dans le cas de Meilleur Taux, c'est complètement différent. On a, je dis 200, peut-être 500 documents dans la data room, avec tous les prêts, tous les trucs. Pardon, excuse-moi, je suis obligé de t'arrêter, Christophe. On reste sur Cybèle à Sage à cette nuit, parce que là tu me l'as fait, mais comme si c'était un jour comme un autre, une négo comme un autre. Il y a de la tension, il y a des clauses. Encore une fois, je sais pas à quel point tu te rappelles, parce que ça date un peu cette session, mais tu sais, les sujets sur lesquels tu lâches pas, ce que tu crois avoir obtenu, que tu as obtenu ou pas d'ailleurs. Disons les sujets principaux, c'est la garantie de passif, c'est le montant, à quel montant un litige de 500 €, je dis, ne rentre pas dans la garantie de passif. Un litige au-delà de 500 rentre dedans. On a combien de temps pour régler un sujet quand si on n'est pas un problème arrive, etc. Donc là, ça nous paraît important, mais effectivement, à 4 heures du matin, est-ce qu'on met 600 ou 1000 €? Bon, si on leur donne de passer à 500 €, eux, ils vont nous donner une durée quelque part et autre. Donc, en fait, on ne mesure pas, puisqu'on est par définition dans un monde incertain, personne ne mesure réellement les conséquences très concrètes de telle ou telle clause. De telle ou telle clause. Alors, il y en a sur lesquels on va être intransigeant, l'accès aux documents, voilà, parce que sinon c'est évidemment très compliqué de se défendre. Mais dans la plupart des cas, c'est de la négo, dont encore une fois, dont on ne mesure pas forcément la conséquence de tout ce qui est négocié. T'as pas le temps de tout modéliser pendant la nuit. Je pense que c'est l'objectif de le faire pendant la nuit, ouais. C'est d'obliger les gens à se mettre d'accord rapidement. Ouais. Mais vous aviez déjà beaucoup discuté en amont du projet, etc., de là où est-ce que vous vouliez aller, de ce qu'allait devenir Cybèle dans l'intégration, etc., j'imagine. Encore une fois, c'est ce qu'on dit quand on vend sa boîte, on vous raconte n'importe quoi. Enfin, l'acheteur peut vous dire ce qu'il veut. La seule manière réelle pour moi, si j'ai un conseil à donner, c'est d'appeler. C'est typiquement ce que fait Webedia. Ils achètent beaucoup de sociétés quand ils en achètent une. Tu peux appeler les petits copains, quoi. Voilà, qui l'ont déjà fait. Bon. Chez Sage, les achats antérieurs étaient catastrophiques. Mais encore une fois, on vous dit bon, c'est pas grave, ce sera pas pour nous. Mais le vendeur, l'acheteur en l'occurrence là, c'est un commercial. Il vous explique à quel point le monde va être génial, vous allez devenir directeur de ceci, directeur de cela. Enfin, bon, voilà, il veut la société, il dit ce qu'il faut pour qu'on lui vende. Voilà. C'est le monde du commerce. Hein, voilà. Et alors je te laisse faire le jeu des 7 différences avec les négos chez Meilleur Taux. Alors Meilleur Taux, c'est complètement différent, puisque la société est cotée, il y a 200 documents, il y a des, je sais plus quel est le cabinet, je sais pas vous dire, c'est probablement le BCG, voilà, qui étudie, qui fait la vision stratégique. Il y a Pete Marwick qui fait la vision comptable. Donc tout ça, c'est très 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 codifié pour arriver au prix. Et là, le prix, il y a 2 méthodes financières du prix. C'est le discounted cash flow et puis les multiples. Donc, la générale qui nous représentait va dire, votre multiple, c'est 1,5, je dis au hasard. Nous, on n'est pas prêt à aller au-delà d'1,4.
Bon, donc on va faire un 45, enfin je sais pas, voilà. Mais la négo, elle est basée, les multiples, c'est les opérations équivalentes qui sont faites. Hein. Donc on peut pas sortir réellement de cette épure-là. Bon, et sur la partie avocat, c'est les avocats qui négocient qu'est-ce qui est faisable, pas faisable. Bon, moi j'avais obtenu le fait que la clause, que le licenciement ne me fait perdre mon sondage que si c'était une faute grave. J'en étais très content et finalement ça m'a servi à pas grand-chose. Mais bon, voilà. C'est la vie du commerce. À ce moment-là, pendant les négos, tu avais plusieurs acquéreurs potentiels en compétition. À ce stade, on avait, il faut le dire honnêtement, autant la caisse d'épargne voyait le problème des subprimes, mais se sentait peut-être moins concernés, ou ils étaient déjà plus avancés. Les autres banques ont vu apparaître le nuage des subprimes. Donc, ce qui voulait dire un marché immobilier baissé de moitié. Et je pense que d'autres banques de réseau l'auraient fait, mais sensiblement moins cher. Ouais. C'est un accès unique aux particuliers. Hein. Mais combien ça vaut, ça c'est... Klaxon mouillé. Gary. Non, juste une question comme ça. Alors, je vais pas jouer l'expert, je ne suis pas. T'as une valeur qui est connue parce qu'elle est en bourse. À côté de ça, dans quelle mesure ou pas d'ailleurs, c'est un levier de négociation d'un côté ou de l'autre, ou est-ce que c'est un non-sujet parce que tout le monde s'en fout, parce que finalement ça reflète pas grand-chose par rapport au deal qui est stratégique et qui a une autre valeur? Alors la bourse pourrait dans certains cas dire quelque chose. Nous, notre flottant est assez faible. Et on explique flottant parce que je l'ai découvert tout à l'heure, je vais pas faire genre je m'y connais. La part du capital qui est en bourse est assez faible et on est tous d'accord que le cours est pas représentatif réellement de la valeur. T'es loin de ta valo d'intro? Oui, c'est plus du double, oui, largement. Entre-temps, la société, elle a doublé son chiffre d'affaires chaque année entre 2005 et entre 2005, enfin sur 2004, 2005, 2006, pendant 4 ans, chaque année, elle a doublé son chiffre d'affaires. Donc clairement, elle a beaucoup progressé d'une part, et encore une fois, c'est un moyen unique d'accéder à tous ces gens qui ont des projets. On l'a pas dit là, mais le prêt immobilier, c'est le seule manière réelle pour une banque d'obtenir des nouveaux clients. C'est pour ça que les banques en France font des taux si faibles en prêt immobilier. Vous ne changerez jamais de banque. C'est écrit. Sauf si une banque vient vous faire un prêt immobilier à un taux plus avantageux que ce que fait votre banque. Là, ça va peut-être vous inciter à changer. Donc, c'est vraiment très hautement stratégique. C'est clair. Je reste, Christophe, quand même sur Sénégal. Là, ça va trop vite pour moi. Non, mais il n'y a pas une fois où on n'a pas eu des moments, tu sais, un peu épiques, où la première rencontre, le premier appel. Là, vous avez quand même rencontré pas mal d'acteurs, même si à la fin, de toute façon, il n'y a qu'un repreneur et il n'y a toujours qu'un seul repreneur, mais il y en a eu plusieurs. Ça veut dire que les moments où on te dit non, on vient pas, comment tu les gères? Est-ce qu'il y a des moments un peu clés comme ça, après cinématographiques? Alors, là, j'en ai pas en tête qui me viennent, mais nous, on est géré par la Société Générale. Tous les documents sont à la Société Générale. La Société Générale a le mandat. La Société Générale m'a fait réciter 20 fois ce que je devais dire. Elle a listé toutes les questions vaches. Donc, c'est un processus voilà, qui est pas le processus... Non, mais c'est un entraînement. Non, mais je veux bien qu'on rentre un peu dans les détails, parce que c'est aussi ce qui fait que d'une histoire à l'autre, d'un épisode à l'autre, il y a toujours des vrais tips à prendre pour les auditeurs. Déjà, peut-être, à quel moment, est-ce qu'il y a un moment précis auquel tu as décidé de vendre la boîte? Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit, bon, bah, j'y vais? Et est-ce que tu étais avec ton banquier? Est-ce que tu étais seul, en famille? Là, alors moi, j'étais très copain avec mes investisseurs, Galileo et Vintech. J'en ai parlé évidemment à ma famille, à mon frère qui avait une boîte aussi,
Encore une fois, on parle des turbulences financières. Hein. On est dans un monde. Ça aide à se décider. Ouais. Ah bah oui. Ouais. On est dans le monde financier est un monde très dur. Hein. D'ailleurs, pour la petite histoire, à l'époque de Perdriel, moi j'avais des très bons potes dans la banque. C'est pour ça que j'étais utile aux journalistes. Hein. Le copain de la BNP, la salle de marché de la BNP, il me disait, Christophe, quel dommage qu'on n'ait pas eu Perdriel. Pourtant, il y avait des indices. Hein. Sinon, on les aurait massacrés, la Société Générale. Si la BNP avait su, ou d'autres, que la Société Générale était coincée sur les positions de Perdriel, ça aurait pu tourner à la catastrophe. Hein. Voilà, on est dans un monde très de titans. Hein. Voilà, donc ce monde de titans, si on le passe mal, on peut effectivement être balayé. C'est vraiment le risque qu'il faut éviter. Et les subprimes, la crise, elle était quand même déjà vraiment visible. Hein. Donc tu parles d'un entraînement, tu me disais quand on préparait cet échange, mes avocats étaient beaucoup plus au fait des clauses que moi, j'avais pas forcément conscience de tout. Donc finalement à un moment tu t'es laissé embarquer dans ce mouvement de on va vendre a priori à la caisse d'épargne. Il y a un autre candidat en lice à la fin, ou à la fin il y a plus qu'eux? Il y en a un qui dit si c'est pas ce prix-là, rappelez-moi. Voilà. Mais qui suivra pas au prix de l'année. Non, si vous êtes prêt à baisser le prix, rappelez-moi. Voilà. Ça s'est fait, donc on n'avait pas de raison de le rappeler. Maintenant, est-ce qu'il l'aurait fait avec un prix plus bas, ça je sais pas. Mais est-ce que tu parles beaucoup de ta volonté de t'adosser à un grand groupe bancaire? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit il y a peut-être une autre alternative, un fonds d'investissement ou autre chose d'ailleurs? J'avoue j'ai pas cherché. Si ça s'était pas fait avec les caisses d'épargne, probablement qu'il aurait fallu chercher une solution. Où on pouvait passer avec la moitié du marché, hein, mais on entrait dans des zones qui étaient quand même un grand risque. Ouais. Et pardon, je reste juste sur ma fin. Pourquoi j'ai pas compris pourquoi tu voulais absolument un établissement, un grand groupe bancaire? Pourquoi tu voulais absolument Alors, ça fait partie, je dis comme je le sais aujourd'hui, quoi, mais ça fait partie du métier du mandataire de la Société Générale. C'est elle qui va chercher les cibles. Et avec des banques? Non, elle prendrait qui veut. Ouais. Mais elle en est arrivée à la conclusion que c'était. Il y a une certaine similitude, entre Boursorama et Société Générale. La Société Générale possède Boursorama, qui était aussi un courtier quelque part, donc et un concurrent. Donc voilà, la Société Générale a fait son analyse et a dit le seul qui sera prêt à payer entre guillemets aussi cher une société comme Liorto, c'est une banque. Hein, et donc il y a deux mots qui me reviennent là de nos échanges. Il y avait garder ça confidentiel et lancer des fausses pistes. Et ça, je trouvais intéressant, notamment sur des acquisitions potentielles. Je veux bien que tu développes un peu ta stratégie de gestion de ce deal en cours, parce que ça peut servir à d'autres. Ouais, oui, il y a un des enjeux, c'est que ça doit rester confidentiel. Ça, c'est clair. Parce qu'il y a la bourse. Et donc là, toutes les réglementations financières, s'il y a une fuite disant que Liorto est en vente, etc., ça aura immédiatement un impact sur la bourse. T'as pas eu d'article dans Challenge pour annoncer pardon, c'était la joke pour Gary. Voilà, donc là, on fait pas du Sherlock Holmes, hein, mais si vous voulez expliquer pourquoi vous allez voir la Société Générale ou d'autres au moins 2-3 fois par semaine, vous n'allez pas leur dire c'est pour vendre la société, vous dites c'est parce qu'on envisage des acquisitions. Et donc t'as eu la question. C'est un petit mensonge, on va dire. Christophe, je reste là-dessus, Christophe. Donc t'as eu des gens qui t'ont demandé pourquoi vous y allez, et c'est comme ça les fausses pistes de on envisage d'acquérir telle ou telle boîte, ou vous prenez les devants et vous commencez à annoncer une réflexion sur des acquisitions potentielles. Alors après, chacun vit ça comme il veut. Moi, de mon expérience, on parle beaucoup de donner des stocks options aux gens.
Moi, dans mes 2 sociétés, il faut limiter les stocks options à 3 personnes, peut-être 5, enfin bon, parce que c'est une source de bagarre en France. Ah, vous m'avez donné 1000 stocks, pourquoi pas 2000? Pourquoi vous avez donné 1200 à lui et 1000 à moi? Pourquoi, etc. Donc, tout ce qui est stock option en France, ça éveille, ça fait pas une énergie positive. Hein. Lui, il se met ses calculs, il va dire, ah, mais Christophe, j'ai juste gagné 50 000 €, c'est quoi, etc. Bref, on part dans des débats qui sont pas, je considère, positifs pour l'énergie de la société. Donc, pareil pour une vente ou un achat. Personnellement, je pense pas qu'on parte dans des décisions, dans une énergie positive si on commence à dire à tous les salariés, on réfléchit à la stratégie, à notre positionnement et tout. On va mettre, à mon avis, plus de brouillard que ce que ça vaut et que, en tout cas, ce qui sera utile pour aider les salariés à voir ce qui va se passer, quoi. Ouais. Tu parles des collaborateurs, il y a le moment où tu fais l'annonce. Ouais. Tu nous l'as décrit? Oui, on a un communiqué commun qui paraît avec entre Meilleur Taux et ses actionnaires et la Caisse d'épargne. Si vous lisez le communiqué commun, on est dans Alice au pays des merveilles. Hein, c'est rédigé, alors ça ils savent très 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 bien faire, par le service interne de communication de la Caisse d'épargne. Et après, on rentre dans un processus où on dit ce qui est écrit, voilà, et on n'a pas le droit d'en sortir. L'annonce, c'est via la presse. Et un communiqué qui va en interne et qui va en externe et qui explique le rationnel de la décision, etc. Bon, t'as fait pas mal de suspense, on pourrait rester des heures sur les négos. Oui, alors que sur Cybelle, c'est complètement différent. Hein. Cybelle, au contraire, c'est vraiment une angoisse de tous les salariés, qu'est-ce qui va se passer, etc. D'autant plus que chez Cybelle, on avait plusieurs gammes de logiciels. On avait une gamme Start, qu'on faisait de la pub à la télé et tout, pas cher du tout, qui était directement concurrent d'une autre acquisition de Sage, etc. Donc là, on était vraiment dans le dur. Hein. Après, c'est les choses de la vie. Hein, Si on accélère un tout petit peu pour raconter la suite, parce qu'on l'a entendu, je disais que tu maîtrisais bien le suspense, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Telle ou telle clause que tu as signée ont eu des impacts, a priori, et on envoie la musique que tu as choisie pour parler de ces jours d'après. Le jour d'après, celui où t'as vendu la boîte, mais t'y es encore. Voilà. Donc t'es plus tout à fait chez toi, tu sais pas si tu parles. Voilà. C'est encore le patron qui parle aux collaborateurs ou pas. Enfin, toutes ces petites choses. Et on envoie tout de suite Feu Chatterton, Un monde nouveau. Un grand vent nouveau souffle sur le pays. Très chaudement, dans un bain de foule dévot, à moitié épaillis. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz, c'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central. Un monde nouveau, on en rêvait tous. Que savions-nous faire de nos mains? Monde nouveau, on en rêvait tous. Que savions-nous faire de nos mains? Zéro, attraper le Bluetooth. C'est la question que tu te poses. Est-ce que je sais vraiment utiliser mes mains, mon cerveau? Enfin, c'est cette période de doute ou c'est vraiment juste cette idée d'un monde nouveau qui s'ouvre à toi? Oh c'est un monde nouveau, mais de toute manière tant mieux. C'est la vie, c'est super. Enfin, j'adore si on a choisi le métier d'entrepreneur, c'est pour les bons moments, les mauvais moments, les moments de doute. Donc non. Par contre, oui, je confirme que c'est un monde très nouveau, ça c'est sûr. Vendre un grand groupe comme ça,
c'est pour ça qu'on en parle. Hein. Moi, je peux raconter aux entrepreneurs qu'est-ce qui va leur arriver s'ils vendent leur société à un grand groupe. Ah bah vas-y, on est là pour ça. Ça tombe bien. Non, on parle souvent d'un mariage, etc. Là, la noce va pas durer très longtemps. La honeymoon. Merci, c'est la lune de miel. Alors, il faut comprendre le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est que le grand groupe achète la start-up, l'entreprise, pas forcément pour les raisons qu'on pense. Ça peut être potentiellement pour se débarrasser d'un concurrent, mais c'est aussi à cause des luttes internes. C'est-à-dire que un tel, voilà, qui est par exemple directeur des acquisitions, veut faire l'acquisition. Et certains dans le groupe sont très contents qu'il fasse l'acquisition parce qu'ils pensent qu'il va se planter. Voilà. Et donc, ils se disent... Et donc, s'il se plante, c'est bon pour les autres. Voilà, ça fera toujours ça, un concurrent moins dans l'évolution, entre guillemets, hiérarchique et autres. Bon. Je simplifie, hein, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'enjeux où des fois... On voit toutes les têtes qui hochent. non, mais je simplifie. Hein. Il y a évidemment des cas où ils achètent parce qu'ils achètent un bout de techno qui leur rend service, etc. Mais moi, ce que j'ai constaté, c'est que en fait, c'est un enjeu politique dans la banque. Voilà, le patron a décidé d'acheter meilleur taux, il a mis tout son pouvoir dessus, et d'autres dans la banque pensent. Est-ce qu'ils pensent vraiment que c'est une erreur ou est-ce qu'ils pensent que il va en faire une peau de banane? C'est peut-être un mélange des deux. En tout cas, ils ont bien l'intention que ça ne fonctionne pas. Hein, pour que les personnes qui ont décidé de le faire soient pénalisées. Voilà. Et donc, ils feront tout ce qu'il faut pour que ça ne fonctionne pas. Et c'est comme ça que concrètement ça se passe, tout simplement. Excuse-moi Karine, pour comprendre le moment où tu te rends compte, parce que là on parle de politique, ça c'est après coup, on est capable de décrire, refaire le match, etc. Mais là on se remet dedans. Christophe, t'es dedans, t'as vendu ta boîte, t'as plein d'ambitions, tu veux montrer que c'était une bonne acquisition, que les synergies que vous avez évoquées sur un joli communiqué de presse vont avoir lieu. C'est quoi le moment où tu dis ah ouais, en fait non, c'était peut-être pas ce qu'on avait prévu ou ce qu'on m'a dit. Alors là, il y a un truc que je veux dire, je ne maîtrise pas du tout, c'est ce qu'on appelle un conseil d'administration. Voilà. Encore moins avec une grande banque. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, tout est codifié. Chacun parle pas forcément de la vérité. Il dit ce qu'il faut dire à ce moment-là qu'il pense. Et on s'aperçoit que ça devient un peu particulier quand la personne haut placée en face de vous commence à vous dire « Monsieur Kremer, je ne comprends pas le chiffre qui a marqué là. » Voilà. Et là, voilà, vous commencez à voir les problèmes qui vont arriver. C'était combien de temps après la signature? Pardon. Combien de temps après la signature? Oh, à peu presque au premier conseil, ouais. Ah oui, c'est rapide. C'est très rapide, ouais. Bienvenue. Non, mais parce qu'ils savent qu'en me parlant comme ça, ils vont me déstabiliser. Je pense qu'il n'y a pas un entrepreneur dans cette salle qui peut pas se projeter. Pendant des années, tu as pris tes décisions, des fois bonnes, mauvaises, mais en tout cas, c'est tes décisions, donc c'est pour toi, c'est à toi de les assumer. Le moment où tu rends aussi des comptes et où tu as des attaques politiques, tu parles de grands groupes, on a d'autres histoires, pas forcément dans des groupes de centaines de milliers de personnes, où déjà il y a un peu de politique. Oui, mais que tu aies des attaques et des gens qui sont contre toi, je pense que ça peut arriver assez souvent. Mais à quel moment et comment tu t'aperçois que potentiellement la raison pour laquelle tu pensais être acheté n'est pas réelle et autre? Bah, le cas factuel que j'ai trouvé le plus dingue, c'est quand la Caisse d'épargne Île-de-France Paris a dit j'arrête de travailler avec meilleur taux. On a trop de dossiers venant du concurrent. Monsieur Kremer, on peut plus prendre vos dossiers. Ça, c'était au bout de combien de temps? Je sais pas, 3 mois. On leur dit, mais justement, c'est l'occasion de... Ah non, il a été écrit dans notre charte
Je voudrais pas en faire une affaire personnelle des caisses d'épargne, vous avez compris, je pense que tous les grands groupes, c'est une mécanique hein, comment dire, d'organisation, hein, en fait, boîtes, hein. Ce qui est particulier, je pense, dans le cas de la caisse d'épargne, ce qui aurait pu arriver aussi, par exemple, avec le Crédit Agricole, c'est que ce sont des banques mutualistes. En plus. Et donc, tu as des centres de décision qui sont très différents. Un BNP ou une Société Générale fonctionne peut-être un peu différemment. Probablement, ouais. Mais enfin, les enseignements restent, je pense, un peu valables aussi. Voilà. Et donc, voilà, donc très concrètement, en fait, on perd son latin, si je peux m'exprimer ainsi. On sait plus ce qu'il faut dire pour que ils comprennent que il faut ressouder les effectifs, que il faut se mobiliser, qu'il faut. On sait pas ce qu'il faut dire. Voilà, donc on navigue. Voilà. Mais en fait, la bagarre a commencé et juste, ils sont en train de préparer leurs armes et c'est là où j'explique, il vous faut 2 avocats pour gérer ce genre de sujet, parce que ça fait quand même beaucoup d'aspects à la fois psycho et techniques et juridiques et que c'est le seul moyen de se défendre, c'est ça. Alors, c'était pas prévu. Heureusement que j'avais pris celui-là pour vous expliquer en direct à quoi servait le klaxon. Mon associé me dit qu'il y a une question dans la salle. Ouais. On aime bien improviser. Yes. Merci beaucoup Christophe. Encore un autre de mes co-animateurs préférés, Olivier Mathieu. Et oui, en fait, c'est très parallèle à l'histoire de PriceMisser, puisqu'on a à peu près créé PriceMisser en même temps. On a revendu un peu après, et les ordres de grandeur sont finalement un peu les mêmes. Et du coup, je me posais la question de alors peut-être que j'ai manqué à un moment. Est-ce que toi, tu es resté après ou tu es sorti? Je suis resté 1 an. Ah, c'était seulement 1 an, parce que je pense qu'il y a une des questions qu'on se pose beaucoup sur les exits, c'est la question des earn-out, d'une part. Est-ce que toi, tu en avais? Est-ce qu'il y en avait tu as parlé de Vintech et je sais plus quel autre fonds? Galileo. Ah oui, Galileo. Est-ce que tout a été payé one-off en cash, justement, cash out? Ou est-ce qu'il y avait aussi des earn-out ou des compléments de prix d'actions futures? Ouais. Alors là, j'ai pas trop envie de rentrer dans tous les détails parce que, à la fin, j'ai été viré pour faute grave. Ils ont trouvé une faute grave, des trucs de dingue, quoi. Mais donc ça, c'était prévu dans le seller, enfin le SPA, dans le Seller Purchase Agreement, il y avait effectivement des conditions, etc. Et ils ont joué ça contre toi de manière probablement de mauvaise foi, mais je veux pas dire des choses désagréables parce que je comprends bien que c'est pas une position confortable. Dans chaque histoire, il y a 2 versions d'une. Enfin là, la version, c'est plutôt des millions, mais oui. Ouais, non, mais c'est parce que je pense qu'il faut le rappeler aux entrepreneurs. C'est pour ça que tous ces systèmes-là, on essaie de négocier le maximum parce qu'un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Mais dans certains cas, je pourrais en citer d'autres. Ça sera peut-être des candidats aussi pour cash out où il y a eu beaucoup d'argent après. Nous, on avait eu 200 millions d'euros par exemple de cash out direct et 50 millions d'euros. On n'a pas eu les 50 millions d'euros après, mais on a eu quand même une partie non négligeable dans la suite avec Pierre Kosciusko, Pierre King, etc. Et du coup, la question corollaire, c'est les gens qui décident de t'acheter. Tu as dit que c'était très politique. Est-ce que du coup, ces gens-là ont changé pendant ce moment-là, ou est-ce qu'il y en a avec qui tu es resté ami, ou du coup cette tension-là a fait que tu parles plus à personne parce que parfois il y a des combats, mais donc il y a aussi des alliés et des ennemis à l'intérieur de l'organisation politique? Alors là, amis, objectivement, non. Mais c'est le sujet là, c'est eux, ils veulent taper sur quelqu'un. Ils veulent. Donc c'est la faute de Merindol et Millot qui ont fait cette acquisition ridicule, et c'est la faute de Crémer qui est un escroc et qui leur a vendu la société beaucoup trop cher. C'est pour ça que je suis très content qu'aujourd'hui Meilleur Taux vaille plus d'1 milliard, parce que au moins ils ont vu la vraie valeur de ce que. Après, pourquoi j'ai dit qu'il faut 2 avocats? Parce que nous, en tant qu'entrepreneurs, on veut des solutions. On est là, ouais, on pourrait faire ça, on pourrait, je sais pas moi, fermer l'agence, je dis n'importe, d'Aix et ouvrir une là, ou etc. C'était pour moi ça l'objectif du conseil d'administration. Et en fait, eux, pas du tout. Eux, ce qu'ils veulent, c'est montrer que ça n'est pas possible et que on leur a vendu quelque chose qui fonctionne pas du tout, etc. Et pour ça, ils sont aidés par le fait qu'ils ont nommé 2 personnes en interne. Donc, ils peuvent... chez Meilleur Taux. Chez Meilleur Taux. Et voilà. Et donc, il vous faut 2 avocats parce que l'objectif n'est pas d'avoir raison. L'objectif, c'est de toucher le cash. Et l'avocat peut avoir intérêt à ce que le conflit dure, ça lui fait des honoraires et tout. Voilà. Donc, vous, ce que vous voulez, vous en foutez de leur dire qu'ils sont des génies de la banque, qu'ils sont les meilleurs du monde et tout. Ce que vous voulez, c'est
toucher votre argent. Mais l'avocat, lui, peut avoir, vous voyez, à la marge un intérêt différent. Voilà. Donc, faut se méfier quand on est dans ce genre de situation des réflexes de l'entrepreneur. Malgré tout, l'entrepreneur fait en général assez peu de politique. Il mesure pas ce qu'il dit vraiment. Il est là, on pourrait faire ça. Ah oui, vous avez raison, c'est idiot et tout. Enfin, n'importe. Il dit. Là, on est dans un cadre vraiment très très différent. Voilà. C'est un renoncement d'arriver à se dire qu'on ne se bat plus pour la vérité, pour les faits, pour l'objectif. Bon, c'est la vie est belle, quoi. Hein. C'est comme ça. Le monde est fait comme ça. Et là, en l'occurrence, c'est des sujets juridiques très pointus où chaque mot compte. Et si on n'est pas bien baqué, ça fonctionne pas. Quand tu dis que tu mets deux avocats, ça veut dire que tu mets deux avocats qui se contrôlent l'un l'autre, en fait, d'une certaine façon. Ouais. Pour Pardon, parce que le juridique, c'est comme une entreprise. Hein. Je peux faire une distinction. Pour moi, l'entreprise, c'est je serai qui dans 5 ans ou je serai qui dans 3 ans. Voilà, c'est ça le boulot du chef d'entreprise. C'est dire, je veux dans 3 ans que ma boîte soit comme ça. Et le juridique, c'est un peu pareil. C'est quoi l'objectif? C'est-à-dire faire une analyse juridique factuelle qui dit qu'est-ce que je vise, et de prendre toutes les actions en fonction de cet objectif précis. Voilà. Et donc c'est important que celui qui est l'entrepreneur qui a vendu sa boîte dans ces conditions-là fasse ça avec beaucoup de rigueur, en étant aidé par des gens qui sont indépendants et qui jouent ses intérêts à lui, enfin à l'entrepreneur. Alors d'habitude, on n'est pas face à un public, donc j'arrive plus à capter l'invité pour lui dire je veux te reprendre la parole. Non, mais juste, je vois on me rappelle là-bas, mais avant ça, tout à l'heure, tu évoquais les clauses au moment des négociations. Là, avec le recul, ce qui est arrivé après aurait pu être géré dans les clauses, ou en fait, ce qui est écrit, à un moment, peu importe, si on veut te virer, on te virera, et faut l'accepter, peut-être négocier en prenant en compte le plus pessimiste des cas, c'est je me fais virer le lendemain. Enfin là, dans les faits, je pense que les clauses étaient bonnes. C'est juste l'avocat qui m'a accompagné, qui n'avait pas compris qu'on n'était pas en train de faire un litige. Au contraire, on voulait juste que ça se termine dans des conditions qui soient financièrement bonnes. Pour moi, il n'y avait aucun moyen de les convaincre de quoi que ce soit d'autre, quoi. Emmanuel. Ouais, merci beaucoup Christophe pour cette question, pour ces explications. Moi j'avais une question, tout à l'heure tu as très vite dit, il y a des éléments psychologiques et t'es passé dessus. T'as quand même créé une marque qui a de la valeur, une boîte qui est connue, donc il y a une notion de paternité très forte. On sait tous quand on vend qu'on est dépossédé de quelque chose, on a un gros chèque en face. Comment on vit la dépossession de cette marque, de tout cet environnement immatériel qu'on a créé? Au début, c'est dur. Faut pas se le cacher. C'est d'autant plus dur que je sais que entre guillemets, je ne vais pas toujours parler d'eux, mais qu'ils sont en train de démolir la société. Et donc, c'est factuel, quoi. Donc ça, c'est dur. Après, ils ont revendu à une autre société, un fonds d'investissement qui aujourd'hui en fait une vraie pépite. Donc du coup, là, je suis très fier. Je leur ai montré que voilà, il fallait chercher des solutions et que la boîte en elle-même avait une vraie valeur. Bon. Mais je ne cache pas que pendant 3 à 6 mois, on se dit c'est compliqué, ouais, c'est vrai. Alors on parle déjà un peu de l'après, on va vite y arriver et se retrouver ensuite. Simplement sur cette dernière phase, avant de sortir, avant d'être viré pour faute grave, justement ce moment où tu vas recevoir, j'imagine, un courrier avec accusé de réception. Déjà tu voles en tête, tu lis ça, c'est quoi? C'est la colère, c'est bon, ok, on en est arrivé là et en fait, alors, ce que je peux dire, moi, pour mon cas, et aussi pour les entrepreneurs qui vendent, il leur arrive quelque chose qu'ils n'avaient pas imaginé. C'est-à-dire, on est dans un autre monde. Donc, moi, je suis estomaqué.
quelque part, je suis furieux. Je suis un bagarreur, mais ce qui en réalité ne sert à rien. Vous pouvez pas vous battre contre gros que ça. Donc voilà, c'est le sentiment d'être furieux, de rien pouvoir faire. Je parle même pas de l'injustice, quoi. Donc on est dans un autre monde, et pour ça il faut un conseiller extérieur qui lui c'est son monde à lui. Lui il sait ce que c'est, il sait à quoi ça correspond, quelque part il imagine même quelle va être la prochaine étape. Voilà. Voilà, c'est très très particulier, oui, c'est sûr. Et en un mot très rapide, le jour où tu vas quitter les bureaux de Meilleur Taux pour la dernière fois, si tu nous refais la dernière heure, la dernière pensée. Oui, alors là, il y a eu, enfin la bagarre a été tellement, inimaginable que quelque part, je suis content que ça s'arrête, quoi. Moi, j'avais jamais vu des choses comme ça. Enfin, le directeur général qui fait un budget qui est complètement faux, on lui dit il faut le changer. Il dit ah bah ça y est, c'est changé. En fait, il l'a pas changé. Voilà. On est dans un autre monde. Voilà. Et moi, mon conseil vis-à-vis d'un entrepreneur, c'est de le comprendre. Voilà. Après, j'ai gardé des très bons contacts avec plein de collaborateurs. Donc il y a même des banques qui m'ont appelé en me disant, vous savez, on vous appréciait. Bon, donc voilà, on se rattache à ça, mais on se rend compte qu'on est passé quelque part pendant un certain temps dans un univers un peu différent. Dans un monde nouveau. Et chez Price Minister, vous avez dû vivre la même chose. Bon, voilà. Je suis pas le seul. Ça n'est pas lié à moi. Pour qui ça s'est bien fini. Il y en a, hein. Et il y en a autour de cette table d'ailleurs. Je propose qu'on parle de la vie d'après, parce qu'à un moment, tu l'as dit, l'entrepreneur, c'est pas forcément le cash out, a toujours en tête le coup d'après. Tu t'es pas arrêté là. Non. Et on envoie Boa Solte, Vanessa D'Amata de Ben Harper. Et Ben Harper. Je découvre en direct. On dirait une reprise de Quelqu'un m'aide? Non? Ok. Ça évoque des choses chez moi, mais je la connaissais pas. Elle raconte quoi, cette musique? Bah c'est pour toi, hein, ouais, on a un peu changé de registre là. On est plus dans le romantisme, on essaye de se dire encore une fois qu'il n'y a pas que ça sur Terre et qu'il faut passer à autre chose et que voilà. Avant d'en arriver là et d'être philosophe, est-ce que le jour d'après, t'es ressorti abîmé de cette bagarre? Est-ce que tu t'es senti abîmé? Alors, assommé, oui. Abîmé, j'ai juste envie de recréer une boîte. Hein. Je suis pas assommé au sens, mais voilà, on a du mal à on a perdu des repères, c'est sûr. Voilà. Et je le prends avec le sourire là, mais je le souhaite à personne. Faut vraiment être solide pour passer après. Tu te raccroches à quoi à ce moment-là? C'est quoi? C'est la famille? C'est pour le coup, t'as vendu ta boîte, ça s'est mal passé, mais avec l'argent, t'as aussi une partie de liberté qui vient. Moi, ma remarque principale que je vous dis et que je dis à tout le monde, c'est la vie que j'ai choisie. Voilà. J'ai choisi, j'étais assez belle carrière à la Citibank. Bon. Voilà, j'avais des bonus et tout.
et j'ai juste pas envie d'avoir un chef. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors s'il me dit des choses intéressantes et tout, avec plaisir, oui, mais voilà, donc c'est la vie que j'ai choisie. Et si j'ai choisi, bah il y a du pour, il y a du contre. Je suis presque plus désolé pour ceux qui sont concurrencés par Google, quoi, parce que vraiment, alors eux, ils sont pour rien du tout. Et il y a d'autres cas comme ça. Hein. Bon, moi, c'est la vie que j'ai choisie. Il y a eu des moments difficiles, très difficiles. Maintenant, il faut passer à autre chose. Et c'est pour ça que je suis content de participer ici, c'est que j'explique aux gens, voilà ce qui va leur arriver. Voilà. Comme ça, ils peuvent se préparer, prendre des dispositions. Si, avec mes conseils, ce que j'espère, ils arriveront à s'en sortir bien, je suis très content pour eux. Mais s'ils s'en sortent pas bien, bah, il faudra aussi qu'ils disent, c'est notre vie, quoi. On gagne, on perd, et c'est finalement au total tellement mieux que tout ce qu'on aurait pu faire autrement. Que, voilà. C'est un des objectifs de Cash Out, justement de préparer les entrepreneurs. T'en as vendu 2, t'en as revendu après? J'ai revendu Mooncard, très bien. Avec d'autres expériences, d'autres clauses? Non, là, c'était un earn-out moins long peut-être. Ouais, non, c'est juste que, en fait, ils rachetaient. Moi, ça m'arrangeait de partir, donc ils rachetaient une partie des gens qui étaient dedans, hein, et ils en gardaient une partie et ils remettaient des fonds dedans. Ça s'est très bien passé. Bon, après. Est-ce qu'au fil des créations de boîtes, des développements de boîtes, des ventes de boîtes, il y a un rapport plus distant, peut-être moins charnel, je sais pas comment l'expliquer, mais avec ce que tu crées, ce que tu développes pour le vendre, parce que pour beaucoup, on n'aime pas forcément l'expression de c'est mon bébé, je le vends, parce que c'est pas un bébé. Pour ceux qui sont parents, c'est que c'est pas la même chose, mais il y a un attachement. Est-ce qu'au fil des aventures, t'as un détachement où t'as toujours cette joie d'enfant de créer, de jouer avec quelque chose de tangible? Non, mais après, c'est chacun, encore une fois, sa vie. Il y en a qui naissent, ils ont, je sais pas, le champagne Lançon. Je suis très content pour les héritiers du champagne Lançon qui vont perpétuer la tradition du délicieux champagne, et vraiment du fond du cœur. Hein. Sauf que mes parents n'avaient pas de champagne, ni de... mais t'avais des enfants, t'avais des enfants, t'as 5 enfants, je crois. Une d'ailleurs qu'on peut saluer à travers ce bonnet qui a fait le Vendée Globe, Clarisse. Un autre, enfin t'en as 5, mais il y en a qu'un autre qu'on connaît, Edouard, qu'on a reçu d'ailleurs au micro de Cash Out. Et ça va me faire une super transition, mais pardon, juste avant ça, t'aurais pu, à défaut, toi, d'hériter d'une dynastie, d'un empire familial ou juste d'une petite boîte familiale, t'aurais pu à un moment te dire, bah, je vais faire grandir la boîte, peut-être la léguer à mes enfants. Ils avaient peut-être pas envie d'ailleurs. Mais est-ce qu'à un moment dans la vie de l'entrepreneur que t'as été, à tel ou tel moment, tu t'es dit, bah, ça pourrait être une option? Oui, alors... encore une fois, moi j'aime pas trop regarder avec le rétroviseur parce que on regarde aujourd'hui, on voit la situation. Ça a changé. Ouais. Probablement, Meilleur Taux aurait très bien continué, très bien réussi. C'est vrai que tout ce qui est épargne, c'est le jackpot et tout. Mais j'aime pas trop regarder derrière. Par contre, ce que je peux dire, c'est que, et ça c'est vrai, c'est une fois qu'on a mis des capitaux risqueurs et qu'on n'a plus qu'en gros un quart de la boîte, voilà, le monde a changé. Hein. Donc on n'est plus le seul à décider. Bon, à partir de là, il faut l'accepter, l'assumer. Puis... Je fais un petit poète parce qu'il n'est pas dans la salle, je crois. On peut l'écouter. Salut papa, j'espère que tu vas bien. Très heureux de savoir que tu participes à cette émission. Salut Cash papa. Out, et en plus pour la 100e. J'espère que ça se passe bien. On m'a demandé de te poser une petite question. Je vais en avoir une toute simple. Tu as aujourd'hui 3 enfants sur 5 qui sont à leur manière entrepreneurs. Toi, tu as été entrepreneur toute ta vie. Donc tu as forcément une part d'influence là-dessus. Je voulais savoir si tu avais... tout au long de ces années, chercher à nous amener, nous attirer vers cet univers de l'entrepreneuriat, ou si c'est quelque chose qui s'est fait totalement naturellement pour chacun d'entre nous. En tout cas, ce que tu en penses à ce niveau-là. Très bonne émission, à bientôt. Bon, c'est mon fils Édouard qui a revendu sa société à Webedia, très bien vendu, et qui faisait du marketing digital.
sa réponse, elle est que... Alors là, j'ai fait une remarque un peu plus philosophique sur ce que c'est que l'éducation. Je crois pas qu'on éduque réellement ses enfants. Ces enfants, on leur dit qui on est au quotidien. On va pas choisir de leur parler d'une manière ou d'une autre. Bon, ils me voient, j'aime bien être le premier en haut de la colline, j'aime bien faire du surf sur des vagues énormes, etc. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il leur en reste? Ça, je sais pas. Visiblement, ce que je suis très content, c'est que je pense que c'est pour beaucoup d'entrepreneurs pareil. J'ai beaucoup travaillé, très très dur, pour les 2 boîtes, les 3. Visiblement, ça les a pas dégoûtés du travail. Donc ça, c'est bien. Après, pour le reste, je pense que l'éducation, c'est être soi-même, et puis voilà, et puis ils en tirent ce qu'ils peuvent. Parfois, et tu peux me dire, je veux pas en parler, mais parfois le sujet vient au micro de Cash Out sur le rapport à l'argent, à la transmission, parce qu'il y a tout l'héritage culturel, philosophique. D'ailleurs, c'était ta première réponse, mais après, c'est vrai que quand on vend sa boîte plusieurs millions, se pose à un moment la question de l'argent, comment je pourris pas mes enfants non plus, comment je leur donne envie de grandir par eux-mêmes, et en même temps, enfin voilà, je sais pas si tu as eu... Oui, enfin, là, en l'occurrence, à la vente de Meilleur Taux, ils ont gagné, on va dire, pas mal d'argent chacun. J'aurais probablement pas dû faire ça. J'aurais peut-être dû ne pas leur, entre guillemets, permettre d'y accéder à cette époque-là. Ouais. C'est parce que c'est pas la même chose d'avoir de l'argent en banque et pas d'argent en banque quand on a 20 ans, 25 ans, etc. Bon, ça c'est sans doute une erreur. Ouais. Mais bon, pour le reste, ça a réussi, tant mieux. Je suis très content qu'ils aient une belle vie, mais ils la méritent largement. Bon voilà. Après, encore une fois, le destin de chacun est honorable. Ce qui m'amuse, c'est que Clarisse, au moment où elle était HEC, elle a créé la première boîte avec son frère, et elle a décidé de changer de vie. Elle dit, je veux faire de la voile. Ce qui lui a réussi finalement très bien. J'étais une passion. Et elle me dit, tu comprends, papa, moi, les réunions où on va parler d'argent, ça ne m'intéresse pas. Bon. Je dis, bon, bah, effectivement, t'es pas faite pour créer une boîte. Nous, on parle d'argent. Même si elle a été concernée là-dessus, il faut des sponsors pour une activité comme ça. Et pour ceux qui remettent pas, Clarisse, elle avait perdu son sponsor parce qu'elle avait raté un Vendée Globe parce qu'elle était enceinte. Voilà. Mais non. Donc, moi, je considère pas l'argent en tant que tel. Je dis ça. L'argent pour moi, c'est le symbole d'une réussite. Voilà. Moi, si quelqu'un me dit j'ai vendu ma boîte de 2 milliards, je suis très très content pour lui. J'ai pas de problème avec ça. C'est pas, voilà, on fait pas ça par entre guillemets à pas du gain. On fait ça comme symbole de ce qu'on a réussi à faire. Pardon. Est-ce que vous discutez en famille du sens que vous voulez donner peut-être à la valeur que vous avez créée ou que tu as créée, pardon? Est-ce que c'est des sujets de gouvernance ou chacun fait un peu ce qu'il veut? Honnêtement, on n'en parle pas du tout en famille. D'accord. Ouais. Déjà, on est moitié anglais, donc en anglais, on parle assez peu. Mais non, on n'en parle pas. On parle pas de ça. On parle du Vendée Globe, ça c'est sûr. De la voile, de sport. On parle aussi de Edouard quand il a besoin d'aide, principalement sur le commercial. Il me fait une démo et puis je dis voilà ce que je ferais. Et voilà. Donc bon, mais pas de réflexion philosophique. Moi, j'ai le vent arrière là qui me pousse avec notre bateau Cash Out à aller vers le débrief des anciens. C'est un grand mot, mais il fallait un truc un peu marketing pour envoyer ça. Et donc, comme la première musique de l'épisode, comme la dernière de cet épisode spécial la 100e, on a choisi une des musiques qui revient le plus. Donc ça, c'est pas toi qui l'as choisi. Une musique qui revient le plus dans Cash Out, et je crois que c'est Envoie, je dirai après. Je sais plus. Eyes of the Tiger. T'aurais dit Eminem? Ouais. One shot.
On va gagner un peu de temps, en plus vous la connaissez, surtout pour celles et ceux qui sont des fidèles auditeurs auditrices de Cash Out. Donc c'est le moment là où je vous redonne la parole, peu importe les klaxons. À plein de moments, je vous ai vu réagir, je vous ai contraint parce qu'on avait un sujet de temps à l'utiliser qu'une fois. Mais il y a plusieurs moments où vous avez voulu soit interpeller, soit commenter. Est-ce qu'il y a un sujet là qui fait écho à vos vies respectives d'entrepreneurs, de vendeurs de boîtes ou de repreneurs parce que c'est vrai que dans Cash Out, on a toujours le ressenti, le vécu de ceux qui vendent. Mais il y a aussi ceux qui reprennent. Toi, Vincent, je sais que t'as racheté beaucoup de boîtes avec le DG. Bref, est-ce qu'il y a un sujet qui vous fait rebondir ou vous dites tiens, ça on n'en parle jamais dans Cash Out. Bref, en fait là c'est un peu le moment où vous avez la parole libre sur un sujet qui vous tient à cœur aujourd'hui pour la 100e. Vincent, je te... Alors non, plein de sujets peut-être pour résumer, toujours impressionné par le parcours de Christophe. Ce qui est très intéressant dans son parcours, c'est la triplette, de réussir à vendre 3 fois une boîte. Ça c'est exceptionnel parce que les stats déjà de faire un exit, je sais pas, c'est peut-être une chance sur 10 000. Mais tu regardes les stats de faire 3 exits quand tu es parti de zéro, c'est quand même exceptionnel. Surtout qu'en plus, c'est même pas après des reprises, c'est à chaque fois des créations, que ce soit Mooncard, que ce soit Cybelle ou Meilleur Taux. Donc ça, c'est vraiment ce que je retiens de l'entretien. Le petit truc où je suis en désaccord, c'est que c'est pas tout le temps, ça se passe pas tout le temps mal, l'intégration avec un grand groupe. Donc là, parce que je partageais mon expérience. Tu l'as vécu bien avec Docapost. Moi, j'ai vendu ma première boîte au groupe La Poste et je me suis très très bien entendu avec eux. Ils ont été très sympas. La boîte a continué de cartonner après. Donc c'est vrai que ça peut... On m'a demandé de parler de mon expérience. Oui, c'est le principe de chaque épisode. C'est parce que tu as dit parfois c'est dur. Je ne connais pas les stats de réussite des intégrations des PME, des startups dans les grands groupes, mais parfois ça se passe aussi très bien. Et voilà, j'en prie de te dire beaucoup d'admiration pour ton parcours. Et aussi, tu partages beaucoup. Tout le temps, tu partages. Moi, tu m'as beaucoup aidé. À chaque fois, je lui demandais 1 milliard de conseils tout le temps et toujours disponible. Donc, merci beaucoup. Sophie, Gary, vous voulez aller sur un terrain de jeu en particulier? Je parle lentement pour vous laisser le temps. Non, vous étiez au courant quand on faisait le débrief des anciens. Je me mets 2 secondes dans le sillage de Vincent. Moi, je ne te connaissais pas. Je connaissais évidemment l'histoire parce qu'elle m'a bercé dans mes questionnements d'entrepreneur. Déjà, c'était extraordinaire de t'écouter. T'es solaire en plus. T'as un sourire qui est extra. Moi, j'adore ça a été dur, tout le monde était contre moi, ils m'ont viré. Mais c'est la vie que j'ai choisie, donc je vais aller faire du surf. J'adore. Comme Vincent, je trouve ça... Bon, moi, j'ai vendu une petite boîte avant de créer Alltrix et puis de bien la vendre à Decathlon. Et ça s'est très bien passé avec un grand groupe et ça a duré 4 ans et demi. Mais j'ai énormément d'admiration pour les gens qui arrivent alors à repartir. Moi, je vais y retourner, ça c'est sûr. Est-ce que j'arriverai à avoir ton succès? Ça, rien n'est sûr. Mais effectivement, la triplette, c'est absolument incroyable. Donc c'est extra. Et alors, petite question basique peut-être pour en poser une, parce que je crois que c'était l'attente... L'attente là, c'est tu as ce premier deal avec Sage. On comprend qu'il est assez différent de la manière dont ça s'est passé avec Meilleur Taux. Sacha te posait un peu la question du timing. Vincent te challengeait dès le départ en disant mais est-ce que t'as pas vendu trop tôt? On a tous eu le droit à ces questions avec des copains une fois qu'on avait vendu nos boîtes. Est-ce que cette première sortie t'a quand même aidé à capter des signaux faibles sur la deuxième où tu t'es dit là c'est quand même maintenant qu'il faut y aller? Au-delà de la crise des subprimes, etc., dont tu as parlé après, et qu'effectivement, tu as une des creux, c'est sûr. Est-ce que ça t'a aidé? Sur Cybelle, un des facteurs qui nous avait poussé finalement à décider de vendre, c'est qu'à l'époque, Microsoft disait qu'ils allaient faire des logiciels de gestion. Et nous, on était quand même en phase de grande croissance. Voilà, on se dit, c'est une opportunité. Il y a un grand groupe anglais qui veut nous racheter. On va faire de l'argent et on les rejoindra. Voilà, mais je suis d'accord que sur Cybelle, c'était probablement pas la bonne décision au niveau patrimonial. Bon. Maintenant, peut-être que Microsoft aurait fait Fort de ces apprentissages-là, pardon, est-ce que ça t'a aidé sur la partie Meilleur Taux au moment de la session, au moment de ce timing que tu as quand même choisi, ou en tout cas tu as accepté? Alors, honnêtement, on a expliqué les raisons de la revente de Meilleur Taux. D'abord, moi, j'en ai que 25%. D'une part, et il y a encore une fois ce nuage des subprimes qui arrive. Bon. Donc aujourd'hui, on sait que même 10 ans plus tard, c'est rien. C'est rien. C'est toujours important, mais c'est pas du tout ce qu'on imaginait. À l'époque, on sait pas en fait où on va. On sait pas du tout.
Hein. Les banques pourraient décider, je ne fais plus de prêt immobilier pendant 1 an. Hein, on ne sait pas. Bon. Bref, le monde était vraiment assez différent. Mais tu as raison de le souligner, sur cyberinformatique, je pense qu'on n'aurait pas dû vendre. Ouais. Et puis tu as des VC, sur meilleur taux, tu as des VC qui ont fait un joli multiple à ce moment-là, si tu vends à ce prix-là. Et surtout à cette époque-là, c'est un énorme proof of concept pour les VC, quoi. Voilà. Moi, je les aime beaucoup, c'est bien, mais c'est vrai que leurs conseils étaient probablement intéressés, oui. Ça, c'est sûr. Et je ne l'ai peut-être pas assez pris en compte, oui. Ouais. C'est vrai. C'est sûr que 17 fois la mise, pour eux, c'était le jackpot absolu. Donc, ils étaient un peu jugés partis, on va dire. Ouais. C'est mon plaisir. D'où l'importance d'avoir un conseil indépendant. Exactement. Voilà. C'est vraiment la conclusion. Dès qu'on a atteint une certaine taille, je pense qu'il faut un conseil. Enfin, ça peut être des conseils, ça peut être des amis, hein, tout simplement. Hein, mais des gens qui l'ont déjà fait et qui raisonnent de manière. C'est ça, d'échanger aussi avec des entrepreneurs, passer par là, comme Gary, comme Vincent ou comme Sophie qui a le micro. Non, moi, qu'est-ce que je veux dire? D'abord, j'adore la simplicité avec laquelle tu racontes les choses. Je trouve que c'est un peu la marque de fabrique des entrepreneurs qui ont vraiment réussi. Je trouve que c'est très simple et très limpide. Et je trouve aussi très intéressant ce que tu dis sur la transmission et sur le fait que moi aussi j'ai des enfants qui sont potentiellement entrepreneurs et je trouve ça très intéressant, que je trouve que que ça se transmette et qu'effectivement c'est la valeur de l'exemple. Il y a que ça de vrai en fait, c'est de voir autour de soi quelles sont les méthodes et que cette éducation entre guillemets à l'entrepreneuriat, il n'y a rien de mieux que d'être avec des entrepreneurs pour que ça marche. Donc et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on dit pas toujours assez souvent. Merci en tout cas. Super transition. Moi, je voudrais remercier les centaines d'entrepreneurs qui, je l'ai dit, sur un sujet qui paraissait tabou pour beaucoup, ce livre, pour le coup, vraiment comme jamais. Pas pour juste se faire plaisir, pas par ego, mais vraiment pour partager à la nouvelle génération d'entrepreneurs les erreurs qu'ils ont fait, les doutes qu'ils ont eus. Ils feront pas les mêmes erreurs peut-être grâce à vous, ils en feront d'autres, on en fait toujours, mais on aime résoudre les problèmes. Un immense merci à toi d'avoir accepté l'invitation pour cette 100e. Évidemment à vous tous, et à part un merci. Et à part merci, et avant de passer au cocktail, je vais finir avec une demande. La majeure partie de nos invités sont recommandés par d'autres entrepreneurs. Passez à ce micro, donc n'hésitez pas, beaucoup d'entre vous nous en envoyez, mais aussi vous derrière votre écran ou vos oreillettes. Si vous avez en tête des entrepreneurs que vous aimeriez entendre sur leur vécu, alors cash out quand ils ont vendu, planté, ça arrive aussi quand ils ont planté, ou les plus belles boîtes de croissance et de la tech, avec Olivier et 40 nuances de Next. On aura le plaisir de vous recevoir. Si vous n'étiez pas abonné et que vous découvrez grâce à cet épisode spécial, eh bien vous pouvez le faire maintenant. Merci à tous et bravo. Et musique avec la dernière. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made.